Alors que les États-Unis semblent prêts à négocier la fin de la guerre par procuration en Ukraine, selon la formule Istanbul Plus de la Russie de juin 2024, et que nous disposons désormais d'un plan de paix en 28 points du côté américain, les Européens ont publié hier leur propre plan de paix en 28 points, comportant des modifications substantielles à la proposition américaine. Pour en discuter, nous recevons David Tipine, ancien officier de l'armée américaine et directeur adjoint du groupe de travail sur la sécurité nationale et intérieure. Salut Pascal, ravi d'être avec toi. D'accord. Eh bien, je pense que le président Trump fait preuve d'un changement admirable par rapport à ses positions précédentes. C'est sa troisième proposition de paix. La première était un plan de paix Kellogg en 22 points, que la Russie a immédiatement rejeté. Poutine a refusé de rencontrer Woodcock pour en discuter au début du mois de mai. Et puis, bien sûr, il y a eu l'accord de paix d'Anchorage qui portait essentiellement sur le retour du Donbass à la Russie, en échange d'un cessez-le-feu permanent et de l'acceptation de plusieurs de ses conditions. Je ne suis pas sûr du nombre exact de points inclus dans cette proposition. Mais malheureusement, Trump a essentiellement renié cet accord, que les Russes pensaient avoir conclu à Anchorage. Mais celui-ci est probablement le plus réaliste que nous ayons vu jusqu'à présent. Je pense que la Russie accepterait probablement 25 des 28 points de la proposition de paix de Trump. La proposition de paix de l'UE, bien sûr, est une autre histoire. Il n'y a aucune chance qu'ils y adhèrent. Mais il y a, je pense, quelques points de blocage dans le plan de paix de Trump, dont l'un est la limite fixée à la taille de l'armée ukrainienne à 600 000 hommes. Je pense que les Russes pourraient s'en accommoder, mais il faudrait qu'il n'y ait pas plus de 200 000 soldats d'actifs, le reste étant en réserve. Je pense que cela se situe dans la fourchette, entre 100 000 et 200 000 soldats d'actifs. Je pense que c'est quelque chose que les Russes pourraient probablement accepter. Mais il n'y a rien dans le texte qui empêcherait l'Ukraine d'avoir une armée essentiellement 3 fois plus grande que celle qu'elle déploie actuellement. Je pense donc que les Russes rejetteraient cela sans aucun changement. Il y a aussi une proposition très étrange concernant la manière dont l'Ukraine rendrait le reste de la région du Donbass, dont 11 ou 12% sont actuellement contrôlés par l'Ukraine. Ce serait dans l'ouest de l'oblast de Donetsk. Cette région irait apparemment à la Russie, politiquement contrôlée par la Russie, mais les troupes russes se verraient interdire d'entrer en Ukraine. Cette zone deviendrait essentiellement une zone neutralisée et démilitarisée, ce qui serait tout simplement inacceptable pour la Russie. Il existe un compromis potentiel que j'ai évoqué dans mon article Real War, publié il y a quelques jours. Si c'était la RPD, c'est-à-dire la République populaire de Donetsk ou la République populaire de Luhansk, eh bien, ce serait Donetsk, bien sûr, qui déploierait des forces de milice ou peut-être des troupes de la garde nationale russe. Ces troupes ne sont pas considérées comme faisant partie de l'armée russe. Il s'agirait de solutions de compromis potentielles, où l'armée russe elle-même ne serait pas autorisée dans cette zone, mais où des milices ou des troupes de la garde nationale pourraient y être stationnées. L'un des plus grands problèmes de ce traité, un éventuel poison, serait la disposition qui permettrait ou obligerait la Russie à verser 100 milliards de dollars en réparation. Ils ont environ 300 milliards de dollars dans des banques occidentales, dont une grande partie est concentrée en Belgique. Toute forme de réparation de la Russie à l'Ukraine serait inacceptable. Inacceptable pour la Russie. Et ensuite, le quatrième point est omis.
En substance, la Russie a exigé une interdiction totale de toute opération à moyenne ou longue portée, ce qu'elle appelle des systèmes d'attaque offensifs, y compris les drones de combat et les avions F-16, capables de lancer des missiles de croisière en profondeur à l'intérieur du territoire russe, ainsi que des missiles de croisière et balistiques. La Russie a exigé que tous ces systèmes aient une portée ne dépassant pas 40 km dans le cadre de l'accord d'Istanbul de mars et avril 2022, que Zelensky a imprudemment rejeté. Voilà donc les 4 points qui, selon moi, pourraient empêcher la Russie de signer cet accord. Mais de nombreuses autres parties de l'accord, je pense, sont bien plus proches de la position russe que Trump ne l'a jamais été auparavant. Je pense donc qu'il s'agit d'une initiative sérieuse. C'est clairement un projet américain. Il y a eu quelques controverses ou débats du côté américain sur l'origine de ce document. Nous avons 2 sénateurs, un démocrate et un républicain, qui affirment qu'il s'agit d'un document russe. Mais clairement, le fait qu'il y ait un certain nombre de points inacceptables pour la Russie prouve le contraire. De plus, le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré qu'il s'agissait d'un accord de paix proposé par l'administration Trump des États-Unis. Exactement. Donc vous soupçonnez que cela provient en réalité de ces discussions officieuses de négociation entre Dmitry Kirillov et M. Vitkov. C'est bien ça? Oui, Kirill Dmitriev et Steve Vitkov du côté américain. Kirill Dmitriev. Oui, désolé. Donc ce texte a été rédigé plus ou moins avec l'approbation de Trump. Et c'est ce qui a fuité. Je suppose que cela n'était pas censé fuiter, mais d'une manière ou d'une autre, c'est arrivé. Cela a été transmis aux médias américains et fait maintenant l'objet de discussions, les Européens étant furieux. Et pour revenir à ton point sur la taille des troupes, l'un des éléments de comparaison, bien sûr, ce sont les accords de paix passés. Pour tous ceux qui écoutent, le règlement de la Seconde Guerre mondiale concernant l'Allemagne n'a été finalisé qu'en 1990 à 91 avec les négociations de paix dites 2+4, qui ont également scellé la réunification de l'Allemagne. Dans ce document de réunification, la taille totale des forces armées allemandes était plafonnée à 369 000 soldats. Donc, si la proposition pour les Ukrainiens est de 600 000, c'est presque le double de ce que les anciens alliés de la Seconde Guerre mondiale étaient prêts à accorder aux Allemands. C'est tout à fait exact. Et l'Allemagne, bien sûr, compte 80 millions d'habitants, tandis que l'Ukraine n'en compte désormais plus que 28,7 millions, sans inclure les plus de 6 millions de réfugiés en Europe de l'Est, qui ne reviendront probablement jamais. Donc, si l'on se base simplement sur la population, il n'y a aucune raison pour que l'Ukraine ait besoin d'autant de soldats. Et la grande question, c'est ce dont j'ai discuté hier avec le professeur Nikolai Petro. Il dit, regardez, les détails vont changer, car cela fait maintenant l'objet de négociations actives. Naturellement, il y aura des discussions détaillées entre les différentes parties. Et il ne s'agit pas seulement des États-Unis et de la Russie, ce sont les 2 principaux négociateurs. Mais en réalité, les Russes veulent aussi que cela s'applique aux Européens. Donc, dans une certaine mesure, les Européens doivent au moins éviter de dire non à certaines choses, car sinon cela ne fonctionnera pas. Les Russes veulent en fait que cela serve de base à une structure de sécurité pour l'ensemble de l'Europe. L'un des éléments en jeu maintenant est bien sûr cette question extrêmement controversée de l'OTAN. Le plan américain semble admettre que l'Ukraine n'est pas devenue membre de l'OTAN, tandis que le nouveau plan européen proposé reste très ambigu sur ce point. Il semble que les Européens souhaitent toujours que l'Ukraine devienne, à terme, membre de l'OTAN, partenaire de l'OTAN, ou qu'elle accueille des troupes de l'OTAN.
Cela, en soi, est certainement quelque chose que les Russes n'accepteraient pas, n'est-ce pas? C'est exact. Oui. En gros, le but de la réunion entre l'UNOMEBL et l'Ukraine aujourd'hui en Europe était qu'ils essaient de publier une proposition de paix ou une contre-proposition qui serait inacceptable pour Moscou, afin de s'assurer que les efforts de Trump pour créer une option diplomatique pacifique à la guerre soient torpillés et sabotés. Et comme vous l'avez souligné, il n'y a aucune interdiction concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN dans la contre-proposition de l'UPLA. Elle prévoit également que l'OTAN puisse déployer des troupes en Ukraine sur une base temporaire, tout comme les États-Unis l'ont fait, en affirmant essentiellement déployer des troupes en Europe de l'Est, dans les pays baltes, en Pologne et en Roumanie pour des missions temporaires, qui sont soudainement devenues permanentes après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cela ne donne donc à la Russie aucune concession sur l'un ou l'autre de ces points, qui constituent des lignes rouges claires pour elle. Empêcher l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN, mais aussi expulser l'OTAN d'Ukraine. Et comme nous le savons, l'OTAN dispose déjà d'une présence militaire, avec des généraux, des conseillers militaires, des bases et des techniciens en armement qui aident à lancer des frappes à longue portée, en profondeur, sur le territoire russe d'avant-guerre depuis l'Ukraine. Tout cela constitue donc des points de rupture. De plus, la contre-proposition de l'UMEML prévoit également des réparations pratiquement illimitées, jusqu'à 300 milliards de dollars, soit à peu près le montant que la Russie détient dans les banques occidentales. Et oui, c'est une proposition totalement dénuée de sérieux. Je pense que le président Trump aurait intérêt à répondre en coupant toute négociation avec lui-même et l'Ukraine et en signant simplement une paix séparée, en somme ce que je préconise depuis un certain temps avec le Kremlin. Je veux dire, à ce stade, il est assez clair que les deux principaux acteurs sont Moscou et Washington. Et si Washington décidait réellement de mettre le holà sur l'Ukraine et d'arrêter par exemple le partage de renseignements, eh bien, il serait aveugle, en plus d'être pratiquement estropié, vu à quel point leur armée a été réduite. Cela ne ferait donc que rendre l'assaut militaire russe encore plus efficace. Les États-Unis disposent de nombreux moyens de faire pression sur leurs propres alliés. D'un autre côté, il semble que du côté de l'administration Trump, il n'y ait pas... Non, c'est pas qu'il n'y ait aucune tentative, ce n'est pas le bon mot, mais plutôt une approche qui ne vise pas la paix à tout prix, mais à tirer le maximum de ce qu'il est possible d'obtenir. Ce qui me déroute le plus, c'est qu'une partie de cette proposition de paix ressemble à un plan d'investissement pour les États-Unis, une manière de gagner de l'argent, y compris par exemple un partage à parts égales des revenus issus de ces investissements d'actifs russes en Ukraine. Qu'en penses-tu? C'est un peu étrange, à mon avis. Eh bien, c'est clairement, vous savez, presque comme un plan de paix Trump-Gaza pour l'Ukraine. Trump serait le président d'un conseil de paix Russie-Ukraine, très similaire au comité de paix établi dans le plan de paix pour Gaza approuvé par l'ONU et proposé par Trump. Et puis, bien sûr, il y a la partie sur le partage des bénéfices, où en gros, Blackwater ou d'autres entreprises américaines chercheraient à tirer profit du fonds de reconstruction de l'Ukraine. Cela a bien sûr été retiré dans la contre-proposition de l'UMPL. Mais oui, ce plan de paix porte la marque du président Trump. Il semble très clair qu'il a contribué à rédiger certains des termes. Mais malheureusement, il y a ces clauses empoisonnées dont j'ai parlé, 3 ou 4 d'entre elles. Je pense que l'ancien ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, est allé en Ukraine. Il a été autorisé, je crois, par Rubio et d'autres responsables américains à apporter certaines modifications. L'un des plus grands changements, bien sûr, a été de supprimer la clause anticorruption et de la remplacer par une amnistie totale
pour tous les Russes et les Ukrainiens, couvrant toute corruption ou crime de guerre, tribunaux compris. Et c'est clairement quelque chose que l'Ukraine souhaite, car elle est empêtrée dans ce nouveau scandale de corruption de 100 millions de dollars qui menace Zelensky lui-même. Bien que, tu sais, la corruption en Ukraine, je ne suis pas sûr que l'amnistie s'appliquerait réellement à cela, n'est-ce pas? Parce que cela relèverait du droit interne ukrainien. Cette amnistie concernerait plutôt les deux parties entre elles, non? Aucune des deux ne tiendrait l'autre responsable des crimes de guerre qui ont eu lieu, mais pas nécessairement, tu vois, des violations de la loi à l'intérieur des États qu'elles enquêteraient ensuite l'une contre l'autre. Penses-tu que ça s'appliquerait aussi à ce cas-là? Je pense que cela s'appliquerait au droit international. Cela protégerait donc les responsables ukrainiens du régime de Zelensky contre des poursuites par d'autres pays. En substance, si les États-Unis ou l'Union européenne menaient une enquête et découvraient que Zelensky ou d'autres membres de son régime avaient détourné des centaines de millions de dollars, alors les États-Unis, en tant que partie, vraisemblablement, à cet accord de paix, et potentiellement tout pays de l'Union européenne qui l'aurait également signé, devrait reconnaître une amnistie pour ses responsables. Oui, et cela protégerait certainement aussi l'aile d'extrême droite, l'aile nazie, du processus politique ukrainien contre des poursuites pour les crimes commis de leur côté, y compris les crimes de guerre au front ou à l'arrière. Mais, pour être réaliste, cela pourrait être nécessaire, car on voit cela dans de nombreux accords de paix. Il faut s'assurer que les deux camps, tous les camps ayant des intérêts en jeu, voient d'une manière ou d'une autre leur survie garantie par ce qui en résulte. Ce n'est donc pas reluisant. On souhaiterait que justice soit rendue, mais si les deux camps s'y accrochent, alors la paix ne le sera pas. Oui, tu as tout à fait raison. Dans tout accord de paix où un camp n'est pas clairement et massivement vainqueur, il doit y avoir une forme de disposition pour protéger la direction des deux camps, afin que les dirigeants soient réellement disposés à signer l'accord. Et c'est clairement un exemple de ce cas. Vous avez également observé le Parti républicain lui-même. Au cours des derniers jours, avez-vous constaté une division au sein des républicains concernant les mérites de cette proposition ou non? Eh bien, je n'ai vu aucune division sur cette proposition, à part du côté de l'aile néoconservatrice du Congrès. Ils rechignent à l'accepter. Comme je crois l'avoir mentionné plus tôt, le sénateur Mike Rounds, un républicain du Sénat américain, a affirmé que Rubio lui avait dit qu'il s'agissait d'un document russe et que les États-Unis ne faisaient que le transmettre au nom de la Russie à l'Ukraine, ce que nous savons être complètement faux. Rien qu'à la façon dont c'est rédigé, avec Trump à la tête d'un conseil de paix et le partage des bénéfices à 50-50, vous savez, 100 milliards en réparation russe. Et encore une fois, Donetsk devenant une zone neutre que la Russie ne pourrait même pas sécuriser ni y envoyer de troupes. Et cela, vous savez, le triplement de la taille de l'armée ukrainienne. Tous ces éléments sont clairement des termes insérés par l'ancien ministre ukrainien de la Défense à la demande de Zelensky. De plus, l'ancien chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, s'est également exprimé en forte opposition au plan de paix en 28 points de Trump. Il est donc évident que les néoconservateurs, probablement pas Lindsey Graham, qui est en quelque sorte un allié de Trump, bien qu'il soit lui aussi un néoconservateur, mais la plupart des autres néoconservateurs, qui constituent la majorité au Congrès, en particulier au Sénat, ont probablement beaucoup de réserves à propos de la proposition de paix de Trump. D'accord. Donc, l'une des choses qui m'a vraiment déconcerté
quand j'ai entendu parler de ce plan en 28 points la semaine dernière, c'est que je me suis dit, eh bien, le pendule a encore basculé. Parce qu'à ce moment-là, nous étions entièrement plongés dans une discussion sur le soutien des États-Unis à l'Ukraine et sur le fait que les États-Unis avaient abandonné leur propre idée, M. Trump ayant abandonné sa propre idée, d'une autre rencontre avec M. Poutine à Budapest. Et il semblait que tout s'était orienté vers « D'accord, les États-Unis y retournent, militarisation totale de l'Ukraine et continuons la guerre. » Puis nous avons appris qu'en réalité, il y avait eu toutes ces discussions, encore à haut niveau, mais en coulisses, ce que j'ai toujours espéré être le cas. Mais la manière dont les États-Unis abordent la diplomatie, c'est comme si, tu vois, chaque étape, chaque réunion était annoncée à l'avance, puis transformée en grand spectacle. Enfin, un spectacle à la Anchorage, si tu veux. Et ensuite, tout le monde en parle. C'est quelque chose qui a agacé beaucoup de gens dans le milieu diplomatique, parce que ce n'est pas comme ça qu'on est censé faire. Mais maintenant, il semble qu'il y ait eu une diplomatie parallèle en coulisses, surtout parmi les envoyés directs, qui contournent même le département d'État. Qu'en penses-tu? Penses-tu que cela fait partie de la stratégie, ou bien sommes-nous simplement à ce moment du plan de paix en 28 points par coïncidence, ou parce que le balancier ne cesse d'aller d'un côté à l'autre et que cela fait simplement partie de la stratégie? Eh bien, je pense que le problème, c'est que vous savez, ici aux États-Unis, on dit souvent que le personnel, c'est la politique. Et comme je l'ai écrit dans un article de novembre sur mon Substack Real War, intitulé « Retour aux néoconservateurs », le président Trump a commis l'erreur de nommer Rubio secrétaire d'État, Ratcliffe directeur de la CIA, Mike Waltz conseiller à la sécurité nationale et Keith Kellogg envoyé spécial en Russie. N'est-ce pas? Vous savez, tous ces gens lui ont conseillé de faire le mauvais choix. Donc, il élabore de grands plans, parfois avec beaucoup de fanfares, mais il n'y a pas de suivi. Ainsi, pour un observateur neutre extérieur, la politique étrangère américaine semble assez bipolaire. Car comme vous l'avez mentionné, elle oscille d'un côté, America First, pro-paix, à l'autre, pro-guerre. Vous savez, Ukraine d'abord, ou Israël d'abord, et je pense que cela explique les fluctuations. En réalité, tout ce que le président Trump doit faire, c'est faire preuve du courage de ses convictions et faire pression sur l'Ukraine et Zelensky pour qu'ils acceptent un accord au minimum acceptable pour la Russie. Il n'a jamais vraiment exercé de pression sur l'Ukraine, sauf une fois, c'était du 4 au 11 mars, lorsqu'il a temporairement interrompu, vous savez, suspendu les livraisons d'armes pendant 7 jours, ainsi que le partage de renseignements offensifs. Mais comme vous l'avez mentionné, Trump dispose de tous les moyens nécessaires pour contraindre Zelensky à accepter l'accord que les États-Unis décideront de signer avec la Russie. Et l'un des moyens d'y parvenir serait de couper l'accès à Starlink pour les troupes ukrainiennes, comme Biden l'a fait avec les troupes russes il y a 2 ans. Il existe de nombreuses options concrètes qui peuvent être utilisées pour faire pression sur les alliés, y compris les Européens. Je veux dire, les États-Unis restent le chef de file de l'OTAN. S'ils commençaient à menacer de se retirer, par exemple, imaginez que les États-Unis menacent de retirer la moitié de leurs troupes d'Allemagne. Les Allemands se dépêcheraient de réagir pour empêcher que cela n'arrive. Du moins, l'actuelle direction le ferait. Mais enfin, nous n'en sommes pas là, n'est-ce pas? Pour le moment, je n'ai pas vu de signe indiquant que les États-Unis exercent une forte pression, surtout sur les Européens. Nous semblons être dans une phase où tout le monde continue de parler et de spéculer, ce qui pourrait d'ailleurs faire partie de la stratégie pour gérer la situation, n'est-ce pas? Oui, je le pense. Et vous savez, le président Trump, le 17 octobre, a eu une réunion très houleuse avec Zelensky à la Maison-Blanche, au cours de laquelle il a dit à Zelensky
sans aucune ambiguïté que l'Ukraine était en train de perdre, que sa défaite était inévitable et qu'il n'y avait aucune chance qu'elle puisse reconquérir une partie de son territoire. Il a dit à Zelensky que la proposition de paix russe était, de son point de vue, très raisonnable et une bonne affaire pour l'Ukraine. Mais ensuite, une fois la réunion terminée, il a même pris une carte que Zelensky avait apportée, montrant l'importance du Donbass, et l'a jetée par terre. L'échange était truffé de grossièreté, et Zelensky est sorti de la réunion assez grave, ne faisant que de très brèves déclarations par la suite. Mais Trump, en gros, tu sais, est revenu sur ses propos et a dit que la paix devrait se faire le long de la ligne de cessez-le-feu. Mais, quelques jours plus tard, lorsqu'il a annulé le sommet de Budapest, je crois que c'était le 21 octobre, juste 4 jours plus tard, il a déclaré que, même si les États-Unis annulaient le sommet de Budapest avec Poutine, ils disposaient d'un plan de paix qu'ils allaient publier dans les jours suivants. Donc, clairement, ils savaient que Dmitriov se rendait à Miami pour rencontrer Witkoff. Et je pense que les États-Unis avaient déjà un projet d'accord de paix sur la table. Les Russes ont clairement indiqué qu'ils pensaient qu'il y avait eu un accord sur bon nombre de ces points. Poutine lui-même a prononcé un discours, il y a, je crois, 3 jours, dans lequel il a dit qu'il s'agissait en réalité de l'accord d'Anchorage conclu entre les États-Unis et la Russie, mais jamais finalisé. C'était donc simplement une version mise à jour de ce que les États-Unis et la Russie avaient déjà convenu. Et je pense que les Russes ont raison. Je pense qu'il y avait un accord sur la table et que Trump s'en est retiré à la dernière minute sous la pression de Rubio et des néoconservateurs, et bien sûr de Zelensky et de l'UUM. Parce qu'avant et après le sommet d'Anchorage, plusieurs rapports indiquaient qu'un accord de paix proposé par les États-Unis était sur la table. Une partie de cet accord consistait à céder le Donbass à la Russie. Et il y a eu des rapports selon lesquels Trump aurait fait pression sur lui-même et l'Ukraine pour qu'elles acceptent cet accord, à la fois avant et après le sommet d'Anchorage. Si ton analyse est correcte, alors ce que ce processus actuel indiquerait, c'est un rôle diminué, ou peut-être une perte d'influence, de la faction néoconservatrice au sein du cabinet, non? Mais, pour être honnête, ils n'ont pas vu Rubio depuis un moment, peut-être quelques jours ou même 2 semaines. Pourtant, il est le ministre des Affaires étrangères et le conseiller à la sécurité nationale. Je veux dire, si demain Trump lui retirait, disons, le poste de conseiller à la sécurité nationale et nommait quelqu'un d'autre, tout en le laissant ministre des Affaires étrangères, ce serait déjà un signe. Mais on ne voit pas cela. Alors, y a-t-il en ce moment une sorte d'équilibre des forces au sein de l'administration? Il y a eu un équilibre des forces, et les néoconservateurs ont eu l'avantage, essentiellement pendant la majeure partie de l'administration Trump, à partir, je dirais, du début du mois de mai. Avant cela, durant les 3 ou 3 mois et demi initiaux de l'administration Trump, je pense que la faction America First était prédominante. Trump mettait en œuvre son plan et ses promesses de campagne. Mais à partir du début du mois de mai, avec la signature de l'accord sur les minerais avec Zelensky, selon les conditions de ce dernier, ce fut essentiellement une capitulation. Cela impliquait en fait un accord de sécurité sur 10 ans, non formulé comme tel, mais dans lequel les États-Unis s'engageaient à fournir des armes, à continuer de vendre des armes à l'Ukraine pendant une période de 10 ans. Et l'on retrouve cette même garantie de sécurité sur 10 ans dans le plan de paix en 28 points, qui est renouvelable, où les États-Unis continueraient à vendre des armes à l'Ukraine pendant au moins 10 ans à venir, et peut-être bien au-delà. Ce qui est préoccupant, je pense, dans ce plan de paix, c'est que dans la partie de l'accord consacrée aux garanties de sécurité, il est indiqué que les États-Unis répondraient par une action militaire vigoureuse
essentiellement à une éventuelle réinvasion de l'Ukraine par la Russie. Cela, à mes yeux, suggère des frappes militaires directes contre les forces russes, ce qui pourrait provoquer une troisième guerre mondiale. Il y a donc des formulations inquiétantes dans l'accord, mais elles sont en partie atténuées par d'autres passages plus favorables à la Russie. Néanmoins, ce même langage pourrait être utilisé, probablement pas par Trump, je ne pense pas qu'il le ferait, mais par un démocrate ou un républicain néoconservateur comme prétexte pour déclencher une nouvelle guerre avec la Russie. Non pas seulement une guerre par procuration indirecte, comme celle que nous avons vue en Ukraine, mais peut-être aussi une guerre directe. C'est vrai. Ce qui est intéressant dans la proposition qui circule, la version américaine, c'est qu'elle relie clairement plusieurs niveaux de conflit, n'est-ce pas? Elle relie le conflit entre les États-Unis et la Russie, au conflit entre l'Europe et la Russie, au conflit entre les États-Unis, la Russie et l'OTAN. Et elle relie même le niveau nucléaire, en affirmant que les États-Unis et la Russie vont tous deux tenter de poursuivre les traités New START et d'engager des discussions sur le contrôle des armes nucléaires afin de s'appuyer sur ce que nous avons déjà avec New START. Et, en passant, le traité New START arrive pratiquement à expiration, à moins que les États-Unis et la Russie ne conviennent tous deux de le prolonger. Et c'est le dernier accord sur les armes nucléaires encore en vigueur. Ainsi, cela relie différents niveaux, ce qui est d'ailleurs aussi ce que recherchent les Russes, car au bout du compte, ils veulent construire une structure de sécurité et pas seulement mettre fin aux hostilités en Ukraine. Oui, je pense que la Russie, dès le départ, a déclaré vouloir un accord de sécurité global, une nouvelle architecture de sécurité en Europe. C'est quelque chose que les Soviétiques voulaient déjà en 1989, avec la proposition de Gorbatchev sur la maison commune. Mais là, Poutine lui-même est intervenu, vous savez, avec les projets d'accord de sécurité mutuelle de décembre 2021 pour les États-Unis et l'OTAN. Il était vraiment sérieux dans sa volonté de construire une nouvelle architecture de sécurité qui sinon remplacerait l'OTAN, du moins la supplanterait, afin de garantir aucun conflit militaire n'éclate jamais. Et malheureusement, vous savez, je pense qu'il y avait quelques termes inacceptables du point de vue des États-Unis dans l'accord de sécurité entre les États-Unis et la Russie qui nous avait été proposé. Mais même si nous avions accepté 5 des 8 points, je pense que nous aurions pu éviter la guerre en Ukraine, simplement en promettant de ne jamais étendre l'OTAN vers l'Est, et peut-être même en retirant les... Eh bien, je crois que nous n'avions que 5000 soldats américains en Europe de l'Est à l'époque, des pays baltes, de la Pologne et de la Roumanie. D'accord. Et cela va probablement nous ramener encore une fois aux néoconservateurs. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à chaque fois que ces propositions apparaissent et que ces discussions commencent, tout le monde s'y met. De quoi ne parle-t-on pas à ce moment-là? L'une des choses qui a été écartée du commentaire politique et du flux d'actualité, c'est d'une part ce qui se passe à Gaza et en Asie de l'Ouest. Mais ce n'est qu'un exemple. L'autre, c'est qu'il y a encore beaucoup de forces militaires américaines juste en face du Venezuela. Elles sont toujours là, simplement stationnées. Et j'ai ce pressentiment que, du moins parmi la faction belliciste de Washington, lorsqu'on met fin à un conflit ici, on veut en avoir un autre sur lequel se concentrer et mobiliser les autres. Avez-vous, vous aussi, une intuition sur les raisons pour lesquelles le Venezuela est actuellement en pause? Eh bien, le Venezuela, c'est avant tout une question de renversement du régime de Maduro. C'est un objectif du président Trump depuis sa première année au pouvoir en 2017.
Si l'on revient à certains articles de presse datant d'environ juin 2017, ils parlaient ouvertement de renverser le régime communiste vénézuélien, pas nécessairement par une action militaire directe ou une invasion, mais en soutenant une insurrection ou quelque chose de ce genre. En ce moment, environ 20% des navires de la marine américaine déployés se trouvent dans les Caraïbes. Et c'est une première. Je veux dire, nous n'avons qu'environ 15% des navires de la marine américaine déployés dans le Pacifique occidental face à la Chine, qui est censée être notre principale menace. Il est donc clair que Trump menace d'une action militaire directe contre le régime de Maduro. J'ai d'ailleurs eu une interview plus tôt aujourd'hui avec un ami à moi, Brandon Weichart, qui m'a dit que ses sources s'attendaient à ce que les États-Unis commencent des frappes aériennes la semaine dernière. Moi aussi. Je pensais que cela se produirait la semaine dernière, car c'était le moment où le groupe aéronaval de l'USS Gerald R. Ford était bien arrivé et prêt. Mais c'est pour cela que je pense que quelque chose est en pause. Quelque chose attend. Oui, donc le contexte est que l'administration Trump avait engagé des discussions avec le régime de Maduro. Ces discussions portaient essentiellement sur la possibilité de convaincre Maduro de partir en exil. Les États-Unis lui verseraient une certaine somme d'argent, peut-être 50 millions, peut-être 100 millions, éventuellement par l'intermédiaire de tiers, et lui offriraient des garanties lui permettant de s'exiler dans le pays de son choix. Le problème, c'est que Maduro avait posé comme condition que son opposant ne puisse pas lui succéder. Il fallait que ce soit quelqu'un issu de son propre régime, et il voulait que l'actuel ministre vénézuélien de la Défense, dont j'ai oublié le nom, lui succède. En contrepartie, il avait été convenu que les États-Unis obtiendraient des droits prédominants sur le pétrole et les terres rares du Venezuela. Cet accord était donc en cours de négociation avec le Venezuela, entre le régime de Maduro et, je crois, Richard Grenell, un responsable de l'administration Trump, désigné comme une sorte d'envoyé spécial des États-Unis pour l'Amérique latine. Malheureusement, Rubio a torpillé cet accord. Il y a également des rumeurs selon lesquelles la Russie et la Chine ne voulaient pas que l'accord aboutisse et refusaient d'accorder l'asile à Maduro dans l'un ou l'autre de leurs pays. Apparemment, ils souhaiteraient que les États-Unis s'enlisent dans un conflit au Venezuela, et ils auraient dépêché un colonel général russe, un général 3 étoiles, pour aider à organiser une insurrection susceptible d'enfermer les États-Unis dans une sorte de Vietnam latino-américain pendant de nombreux mois, voire des années. C'est pourquoi je demande, penses-tu que ces deux théâtres sont liés d'une manière ou d'une autre? Oui, ils sont absolument liés, parce que nous avons causé des ennuis aux Russes en Ukraine. Nous avons essayé d'éliminer autant de Russes que possible. Ils ont perdu au moins 135 000 morts, et vous savez, encore quelques centaines de milliers de blessés. Donc, les Russes essaient de se venger, essentiellement œil pour œil. La Russie est, comme l'a déclaré Sumantra Mitra du magazine The American Conservative ici aux États-Unis, une puissance réactive. Vous savez, ce n'est pas une puissance révisionniste. Elle réagit essentiellement à l'agression occidentale. Et donc, vous savez, la guerre en Ukraine n'est essentiellement pas une guerre de l'impérialisme russe, mais de l'impérialisme de l'OTAN, cherchant à étendre l'OTAN en Ukraine, tout le long de la frontière russe, bien sûr, avec la Finlande, rejoignant également l'OTAN. C'est donc une manière, pour la Russie, d'essayer de nous rendre l'appareil. Et ils ont, je pense, au moins 200 instructeurs militaires ou mercenaires sous le commandement de ce général russe, essayant de former les forces vénézuéliennes à éliminer autant d'Américains que possible, dans l'éventualité où Trump déciderait effectivement d'envahir.
Encore une question sur la façon dont nous avons appris l'existence de cette proposition en 28 points des États-Unis. Là encore, c'est par une fuite. Et vous savez, il est assez clair que certaines fuites n'en sont pas vraiment. Elles ressemblent plutôt à une alimentation systématique de la presse occidentale, n'est-ce pas? D'autres fuites sont de vraies fuites. Parfois, quelque chose parvient à la presse alors que les personnes responsables ne voulaient pas que cela sorte. Et là, elles se mettent vraiment en colère. En général, quand elles se mettent en colère, c'est à ce moment-là que certains des processus réels commencent. Je veux dire, comment s'appelait-il déjà? Ellsberg, n'est-ce pas? Avec la guerre du Vietnam, beaucoup de ces détails-là. Nous l'avons vu avec Edward Snowden et avec Wikileaks, n'est-ce pas? Quand des informations vraiment sensibles fuitent, des choses que les puissants ne veulent pas voir rendues publiques, c'est là que le marteau de la loi s'abat sur eux. Pour celle-ci, je suis un peu partagé. D'un côté, il semble que l'administration voulait mener des négociations en coulisses avec les Russes. De l'autre, il semble aussi que le fait que cette histoire soit désormais sur la place publique serve un but, mettre tout le monde, surtout les Européens et les Ukrainiens, en alerte à ce sujet. Selon toi, laquelle des deux options est la bonne? Eh bien, je pense que c'était un peu un mélange. Vous savez, il y a eu l'article d'Axios qui a fuité avec le plan de paix en 28 points. Wyckoff a répondu sur X. On aurait dit qu'il voulait envoyer un message privé à quelqu'un, mais qu'il a répondu publiquement à la place. Il a dit « Ce n'est pas moi qui l'ai divulgué, c'est Kay ». Beaucoup de gens ont supposé qu'il parlait de Dmitriov. Mais en réalité, les Russes ne sont pas du genre à faire fuiter quoi que ce soit. En matière de négociations diplomatiques, je ne vois pas un seul cas où les Russes auraient divulgué des détails d'une proposition de paix liée à l'Ukraine. Je pense qu'il est plus probable que ce soit Keith Kellogg. Kellogg a démissionné. Il a essentiellement présenté sa démission, quelques heures seulement après la fuite. Il était vraiment un allié de Zelensky au sein de l'administration, répétant les éléments de langage de la propagande ukrainienne. Je pense qu'il était frustré d'avoir été écarté de cette négociation et qu'il a divulgué la proposition parce qu'il y était opposé. Il voulait que ses camarades néoconservateurs en soient informés, et peut-être aussi l'Ukraine. Mais en réalité, l'Ukraine était déjà au courant, car son ancien ministre de la Défense avait participé à la rédaction de certains des termes. D'accord. OK. Mais si cela a fuité contre l'intention, disons, de l'équipe Trump, alors cela voudrait dire que ce qu'on nous a présenté se situait en pleine négociation. Et peut-être que l'équipe Trump voulait en réalité présenter d'abord aux Européens un accord déjà conclu, du genre « Regardez, nous avons déjà tous les deux dit que cela nous convenait, voilà ce que nous allons faire ». Donc une fuite, dans ce cas, vient un peu enrayer le processus en impliquant des personnes qui ne devraient pas l'être à ce stade. Non? Ce serait peut-être une possibilité. D'un autre côté, cela pourrait être intentionnel pour amener les Européens à commencer à discuter. C'est un peu difficile à dire, mais peut-être plutôt la première hypothèse. Peut-être que c'était censé être un grain de sable dans le processus. Hein? Eh bien, je pense que l'accord était essentiellement finalisé. Il a d'abord été négocié entre les États-Unis et la Russie, puis l'Ukraine y a apporté quelques modifications importantes. La plus célèbre concernait les dispositions anticorruption, visant le gouvernement ukrainien, selon lesquelles la corruption devait être éradiquée du gouvernement ukrainien. Cette clause a été supprimée et remplacée par une amnistie pour l'Ukraine et la Russie concernant la corruption et les crimes de guerre. C'était donc un changement majeur introduit par Umarov, montrant que l'Ukraine avait bien laissé son empreinte sur l'accord.
Et ces éléments, ceux que j'ai mentionnés, sont de possibles poisons susceptibles de faire échouer l'accord avec la Russie. Mais il est très clair que Zelensky n'avait de toute façon aucune intention d'accepter ces conditions, même avec les 4 modifications que l'Ukraine y avait probablement apportées avant sa publication. Voilà. D'accord, David. Merci pour cet aperçu. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé et que tu penses important de garder à l'esprit concernant ce processus dans lequel nous sommes engagés? Eh bien, vous savez, je pense que nous devons tous espérer et prier pour la paix, car c'est la situation la plus proche que nous ayons vue d'un accord de paix final entre l'OTAN, la Russie et l'Ukraine. Mais si l'on se fie à l'histoire, il y a de fortes chances que Trump essaie de mettre en œuvre certaines des dispositions de la contre-proposition de Lukario-Meba et de celle de l'Ukraine. Et cela risque vraiment de faire échouer l'accord. Je pense donc que Trump doit négocier directement avec la Russie, finaliser l'accord, s'assurer qu'il leur convient, puis exercer la pression. Nous avons vu plusieurs rapports indiquant que des responsables américains ont effectivement menacé le régime de Zelensky en disant qu'il devait accepter l'accord. Avant aujourd'hui, nous avions entendu que Trump avait dit à Zelensky qu'il devait l'accepter avant Thanksgiving. Et puis, malheureusement, aujourd'hui, il a précisé que ce n'était pas une date limite stricte. Nous voyons déjà qu'il commence à céder, ce qui ressemble un peu à ce que nous avons observé dans les propositions précédentes. Donc cela m'inquiète un peu. Mais je pense que nous avons aussi de nombreuses raisons d'espérer, car nous nous rapprochons de la paix plus que jamais auparavant. Oui, malheureusement, le président Trump est en même temps, vous savez, le Sénat américain envisage ces sanctions secondaires de 100 à 500%, visant essentiellement les 2/3, voire les 3/4 des nations du monde, ce qui dévasterait réellement l'économie américaine, et peut-être d'autres économies également. Et il est aussi, vous savez, si cet accord n'est pas approuvé, je pense que nous allons continuer les livraisons de missiles iraniens à l'Ukraine et poursuivre l'escalade. Donc je pense que c'est très contre-productif. Je pense que Trump devrait simplement et clairement déclarer que nous n'allons faire ni l'un ni l'autre, afin de tenter de désamorcer la situation, tout en poursuivant les négociations de paix. Cela a du sens. Mais je suis aussi optimiste, car ce que nous voyons dans le processus, c'est que nous nous rapprochons de plus en plus du monde réel, où la situation militaire est sur le champ de bataille et la réalité de l'équilibre des forces commence réellement à influencer le contenu de ces propositions et ce qui est jugé faisable ou non, ce qui nous rapproche. C'est comme si nous tournions autour du domaine du possible. David, tu nous as offert un excellent aperçu ici. Pour les personnes qui souhaitent lire davantage de tes analyses, elles devraient avant tout se rendre sur ton Substack, The Real War. Y a-t-il d'autres endroits où l'on peut te retrouver? Oui, sur X, mon identifiant est AmericaFirstCon. Encore une fois, c'est @AmericaFirstCon. Et ma newsletter Real War sur Substack, vous pouvez la trouver à l'adresse dipine.substack.com. Encore une fois, dipine.substack.com. Je le mettrai dans la boîte de description ci-dessous. David T. Pine. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci Pascal. Toujours un plaisir.